Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, ce matin, deux vidéos portant sur la cascade frigorifique. C'est un système qui est utilisé depuis très longtemps dans le génie frigorifique, qui consiste à maintenir des températures intérieures très basses par des températures extérieures qui sont bien sûr bien plus élevées. Donc voilà, je vais vous présenter le fonctionnement, puis je vais vous présenter la méthode pour déterminer pour faire le choix du meilleur couple de fluide frigorigène. Voilà pour la première vidéo, et puis une deuxième vidéo qui portera sur le système du lycée, et puis la présentation d'un système industriel. Alors je pose le problème de notre cascade. Donc on veut maintenir ici une température intérieure très basse, donc entre moins 30 et moins 80 par plus 30 extérieur. Je me suis fixé quelques contraintes. Je veux utiliser des fluides verts à très faible GWP et donc qui soient disponibles dans le temps. Quand je dis ça, il ne me reste pas 36 000, il me reste 3 qui sont disponibles encore pendant très longtemps, dont on est sûr de la disponibilité. C'est le CO2, c'est le propane et c'est l'ammoniac. Alors, petit aparté concernant la EN 378, eh bien, tous les filtres frigorigènes sont classés suivant un groupe de sécurité. Donc là ici, en fonction de leur toxicité, faiblement toxique et fortement toxique, et de leur inflammabilité, de non inflammable à hautement inflammable, les fluides sont classés. Donc par exemple, le CO2 est classé A1, donc on voit qu'il est non inflammable et faiblement toxique. Donc on peut l'utiliser, moyennant bien sûr quelques contraintes techniques, on peut l'utiliser dans toutes nos applications, et en particulier dans les établissements recevant du public. Maintenant, l'ammoniac. L'ammoniac est classé B2L, donc ça veut dire fortement toxique et légèrement inflammable. Donc il n'apparaît pas le L, mais L aujourd'hui, ça veut dire légèrement inflammable. Donc, de fait de cette toxicité, il est très limité en masse de fluide et avec des contraintes techniques fortes. Donc, est interdit dans les ERP. Voilà, et le propane, lui, est classé A3, donc hautement inflammable. Et comme pour l'ammoniac, du fait de son inflammabilité, la masse en fluide est très très limitée. Des contraintes techniques qui sont relativement fortes. Donc voilà pour la partie application de la EN 378. Voilà. Donc concernant les coussins de performance, je souhaite avoir une installation qui consomme le moins possible, et je souhaite avoir le moins de contraintes, qu'elles soient techniques et réglementaires. Donc du coup, pour maintenir par exemple moins 30 par plus 30 extérieur, je peux faire un simple étage. Donc évaporation à moins 35, condensation à 40. Le problème c'est qu'à ces régimes, quel que soit le fluide que je vais utiliser, le coefficient de performance ne sera pas bon. Donc du coup j'élimine le simple étage. Maintenant je peux faire du biétagé. Donc du coup si je prends le CO2, le CO2 à plus 30 extérieur, je sais en transcritique. Donc du coup ici, le coefficient de performance il ne sera pas bon. Donc j'élimine le CO2. Si je prends maintenant l'ammoniac, en biétagé, le coefficient de performance sera plutôt pas mauvais. Le problème, c'est celui de sa toxicité qui fait que sa masse en fluide sera limitée, qu'on ne pourra pas utiliser ce fluide dans un ERP. Donc ici, c'est forcément une zone réglementée. Et à accès limité à certaines personnes uniquement. Et donc je vous ramène à l'EN 378. Et donc du coup, on va y éviter. Et puis si on utilise le propane, de la même façon, biétagé, le cycle sera plutôt pas mal, donc le coefficient de performance sera pas mauvais, mais bon, contrainte forte due à son inflammabilité, donc masse de fluide limitée, etc., etc. Donc du coup, on n'a pas 36 000 solutions. Si on veut faire du circuit fermé, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle une cascade frigo. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ce sont deux circuits simple étage qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc là, ici, on a un premier circuit qu'on appelle le circuit BP. Et puis là, ici, on a un deuxième circuit qu'on appelle le circuit HP. Et l'échangeur qui assure la condensation du CO2 par l'évaporation du flux d'HP, s'appelle l'évapocondenseur. Donc là, ici, on retrouve l'évaporateur, le compresseur, le condenseur de l'étage BP, la bouteille, le détoneur, qu'on est bien sur un simple étage.
Et là, ici, on retrouve l'évaporateur, le compresseur, le condenseur, la bouteille, le détendeur. Et donc, on est bien sur un simple étage, ici, hein, sur la partie HP. Ici, quand on dimensionne notre système, on part sur un... Donc, c'est souvent... Alors, c'est souvent. Ça peut être un échangeur à plaques, hein, sur des petites puissances. Et puis, ça peut être un échangeur, on va voir tout à l'heure, hein, dans la deuxième vidéo, ça peut être un échangeur de type Vaterus. Alors, Vaterus, c'est une marque, hein, donc je vous présente un modèle d'évapocondenseur. Voilà. Ok, donc là, et donc du coup, il est défini en général par un pincement de 5 degrés. Donc si je veux condenser à 0 degré, ça veut dire que je vais évaporer à moins 5. Si je veux condenser mon CO2 à 0 degré, si j'utilise du CO2, eh bien, il faudra que j'évapore mon ammoniac à moins 5 si j'utilise de l'ammoniac sur le fluide HP. Alors justement, concernant les fluides, eh bien jusqu'à moins 45 intérieur, eh bien, je peux utiliser du CO2 en fluide frigorigène côté BP. Le CO2 est sympa, hein, puisque il est classé A1, donc on peut ici, ça peut être un ERP, donc, moyennant bien sûr quelques précautions hein, d'usage, eh bien, on va pouvoir utiliser le CO2. Et voilà, et puis moyennant bien sûr des pressions de fonctionnement qui sont relativement élevées, mais acceptables, hein, assez rigides. On peut donc utiliser sans problème le CO2. Alors pourquoi moins 45 ? Parce que moins 45 intérieur, ça veut dire moins 50 en évaporation. Jusque-là, tout va bien. Le point triple du CO2, c'est moins 54. Donc, il faut éviter de descendre trop bas. Donc, moins 50, ça sera notre limite basse en évaporation. Si on veut travailler à des températures intérieures plus basses, en circuit fermé, on n'a pas trop le choix. Il va falloir utiliser donc, des fluides synthétiques, hein, des HFC. Hein, le R23 par exemple. Voilà donc pour cette partie. Pour la partie HP, eh bien, on peut utiliser soit l'ammoniac, soit le propane. Hein, toujours, donc attention, il faut respecter donc, les contraintes liées donc, à la réglementation. Et puis donc du coup, puisqu'il y a des contraintes fortes liées à la réglementation, il y a des contraintes techniques qui vont avec. Donc voilà, donc pourquoi pas. Et puis si on peut aussi utiliser le R134A. La F-Gaz autorise l'utilisation du R134A malgré son GWP qui est relativement élevé. On peut utiliser le R134A dès lors qu'il y ait le flux d'HP, donc d'un système cascade. Voilà donc pour la présentation. Donc du coup, les solutions techniques, que dis-je, les points du cycle. Donc je fais apparaître les points du cycle, ce sont des simples étages, donc je retrouve 1, 2, 3, 4 et 5, et puis j'ai mis des indices B pour l'étage BP et des indices H pour l'étage HP. Donc je passe rapidement là-dessus, il n'y a rien à dire. Et donc l'allure des cycles, puisque ce sont des simples étages, voilà, on retrouve les allures classiques de cycles simple étage. Ça ne peut pas être le même diagramme, hein, puisque ce sont deux fluides différents. Voilà, donc on retrouve l'allure d'un cycle simple étage, quel qu'il soit, quel que soit le fluide. Voilà donc pour la présentation donc, générale d'une cascade frigorifique. Maintenant, le choix du meilleur couple. Donc ici, j'ai fait un tableur, voilà, et donc j'ai analysé 3 couples. Un couple CO2 ammoniac, CO2 propane et CO2 134A. Je me suis fixé en température intérieure pour mon analyse moins 30, température extérieure plus 30, delta T évapo 5 degrés, delta T condenseur 10 degrés, donc ça veut dire que j'évapore à moins 35 pour manière moins 30, et je condense à plus 40 par plus 30 extérieur. Dans tous les cas, j'ai pris un condenseur à air des temps directs, j'ai pris un rendement indiqué de 0,7, donc puissance frigorifique, donc besoin donc dans la cellule de 10 kW, et un pincement évapocondenseur de 5 degrés. Je me suis également fixé les choses qu'on connaît, surchauffe fonctionnel 5 degrés, surrefroidissement liquide HP 5K et surchauffe totale 20 degrés. Ici, c'est pas forcément vrai avec de l'ammoniac. Mais bon, pour faire la comparaison, il fallait bien que je me fixe la même chose pour tout le monde, pour voir quel était le meilleur couple. Donc voilà, donc du coup ici, ces données étant fixées, hop, j'ai rempli nos 3 tableaux différents. Donc ici, on retrouve le circuit CO2, et là ici on retrouve le circuit ammoniac. Et puis on verra les autres couples après. Donc du coup, j'évapore tout le temps à moins 35, parce que je veux maintenir à moins 30, et j'ai fait varier ma température de condensation. Du coup, compte tenu du pincement du condenseur, ça fait varier ma température d'évaporation de l'ammoniac. Donc assez régime, compte tenu des informations que j'ai fixées au-dessus, eh bien,
je détermine donc le taux de compression de l'installation et le travail de compression. Et donc du coup, la puissance frigo de la partie ammoniac, c'est la puissance frigo du besoin, 10 kW, plus la puissance indiquée. Donc ça fait 10 plus 1, 56, 156. Compte tenu du régime de fonctionnement, donc, qui lui, la température d'évaporation varie, mais la condensation ne varie pas, parce que ma température extérieure est de 30 degrés. Ça fait ici varier mon taux de compression et mon travail de compression. Et donc du coup, je peux calculer le coefficient de performance globale, qui est le rapport de la puissance frigorifique divisé par la somme des puissances indiquées, du circuit BP et du circuit HP. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le coefficient de performance donc de la cascade augmente a priori quand la température de condensation du CO2 diminue. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire diminuer de trop la température du CO2, de condensation du CO2, puisque le taux de compression diminuant, on arrive aux limites de fonctionnement du compresseur. Donc ici, je vous ai fait une capture d'écran des limites de fonctionnement d'un compresseur CO2 subcritique donc de la marque Pitzer. Et on voit que ici, on a la condensation en ordonnée et l'évaporation en abscisse. On voit que quelle que soit la température d'évaporation, en dessous de moins 32, la limite basse, donc pour la condensation, c'est moins 20. Donc on ne va pas aller flirter avec la limite basse. Donc nous, on s'est fixé minimum condensation moins 15. Voilà, donc j'ai fait ça pour différents fluides, et là qu'est-ce qu'on observe? On observe que le meilleur fluide, le meilleur couple, visiblement, c'est le couple CO2 ammoniac. Ammoniac, CO2. Donc voilà. On voit aussi que quand on utilise les autres couples, on arrive à un plafond. C'est-à-dire que visiblement, le coefficient de performance est pas loin d'être maximal, donc pour moins 10 en condensation du CO2. Voilà, donc là ici il est, on voit qu'il est à 41, 41, 43, 43. Voilà pour la présentation donc de cette première partie. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc c'est aussi la méthode qu'on va utiliser s'est fixé un couple. Voilà, par exemple ici CO2 134A. Pour déterminer le meilleur régime de fonctionnement, c'est pareil, on va utiliser cette méthode et on va aller chercher le régime de fonctionnement qui génère le meilleur coefficient de performance. Après, ça sera peut-être un compromis, puisque vous verrez dans pas mal d'applications, on est condensation du CO2 aux alentours de 0 degré. Donc c'est sans doute pas le meilleur coefficient de performance de la machine. Voilà pour la première partie du fonctionnement des vidéos. À tout à l'heure pour la deuxième vidéo portant sur le système du lycée et la présentation d'un système industriel.